qui est basé au Sénégal, mais il pourra peut-être nous joindre plus tard. Alors, pour le moment, Fatou, une petite présentation aux participants. Merci beaucoup, Dominique. Donc, bonjour à tous. Je suis très ravie d'abord de participer à ce panel. Donc, je suis Fatoumata Niang-Niox. Je suis la directrice exécutive de Diocolabs, qui est un réseau d'espaces d'innovation, un réseau qui est en support aux entrepreneurs, donc aux jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs en croissance. Et nous sommes non seulement basés au Sénégal, mais dans 7 autres pays d'Afrique. Et bien entendu, un pont est fait avec la diaspora, avec un hub qui est situé en France pour le moment. Donc, merci à tous et bonjour. Merci beaucoup, Fatou. Mama, c'est à toi. Merci bien, Dominique. Je salue tout le monde. Je m'appelle Mama Konta. Je suis au Mali. Je travaille au niveau de Suisse Contact sur le projet FASTEJ. Le projet FASTEJ est un projet initié par l'ambassade du Danemark, dont la mise en œuvre est effectuée par le consortium Suisse Contact et Plan Bornflem. C'est un projet qui est là pour la création d'entreprises par les jeunes. Comme son nom le dit, fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Le projet a commencé juste en février 2019. Aujourd'hui, nous intervenons à Bamako et les villages environnants. Ensuite, nous sommes à Koulikoro, Kati, Kita, Bougouni, Yanfolila, Kolonjeba, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti et Tombouctou. À la date d'aujourd'hui, le projet a étudié plus de 1300 projets. D'accord. Et nous avons, si vous me le permettez, hein. Non, enfin, je pense qu'on aura le temps de voir un peu en détail. Ok, merci bien. Voilà, D'accord, comment le projet se ok. présente. Plutôt Merci. pour expliquer un peu plus sur la session d'aujourd'hui, qui va durer 1 heure. Okay. Et on va partager les expériences des uns et des autres sur le financement des jeunes. Parce qu'en fait, si on regarde surtout en Afrique, on a une grande majorité des jeunes, mais malgré ça, les institutions financières ont des défis, ont comment dire, pour arriver vraiment à inclure les jeunes et à les servir au mieux, que ce soit en leur donnant des produits d'épargne, de crédit, d'assurance, etc. Et aussi, au-delà de ces produits-là, d'avoir un accompagnement approprié. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 structures qui accompagnent les jeunes et donc qui ont cette expérience-là. Et donc, comme je l'ai mentionné, malheureusement, nous n'avons pas notre collègue qui travaille avec l'institution financière pour partager l'expérience de l'institution financière. Mais chez nous, à ADA, on a travaillé depuis une dizaine d'années à appuyer les partenaires instituts de microfinance à pouvoir développer les produits et à inclure les jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus ou moins 15 000 jeunes qui ont été accompagnés au Burkina, au Togo, au Rwanda et au Sénégal. Et plus particulièrement au Sénégal, nous avons donc Fatoumata qui va nous expliquer un peu plus ce qu'ils font. Mais pour revenir un peu à Mama, quels sont les défis aujourd'hui que vous voyez dans le financement des jeunes entrepreneurs? Comment ça se passe? Oui. Très bien. Maintenant, Dominique, juste avant de parler des défis, je voudrais juste parler des objectifs fixés au niveau du FASEJ. Le FASEJ, il s'agit de financer au moins 1700 jeunes porteurs de projets. Aujourd'hui, comme je l'avais commencé à souligner, on a reçu plus de 1300 dossiers et nous avons financé 1000 jeunes porteurs de projets. Alors, effectivement, il y a des défis parce que les défis sont importants. Et le premier défi, effectivement, c'est la pérennité des entreprises. Le second défi, c'est la qualité du portefeuille des prêts. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le troisième défi, ça, après le projet, parce que tout projet a une durée déterminée, donc il faudrait que le système continue. D'accord. Voilà, je dirais la qualité et aussi le risque qu'il y a dans le financement des jeunes entrepreneurs. Là, peut-être, c'est des jeunes entrepreneurs en pleine croissance. Si on regarde les jeunes primo-entrepreneurs,
Fatoumata, quelle est la situation au Sénégal? Quels sont les défis, mais aussi quelles sont les solutions potentiellement sur lesquelles vous travaillez pour apporter des solutions durables? Alors Dominique, les défis sont énormes au Sénégal parce qu'on a une population déjà très jeune, une population qui est souvent en proie au chômage, notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas bénéficié de formation, qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement et surtout qui vivent dans des conditions assez difficiles, dans des zones vulnérables. Donc, notre priorité aujourd'hui, dans le cadre des différents programmes que nous menons, bien sûr, sont d'aller toujours au plus près des besoins des populations. Et pour nous, la jeunesse, elle représente le poumon d'un pays. C'est comme une voiture sans roue. Donc, il était important de pouvoir adresser cette problématique, d'une part, de formation de ces jeunes, parce que c'est bien d'accompagner des jeunes à l'entrepreneuriat, qui est une alternative donc, à ce chômage, mais c'est bien d'accompagner des jeunes qui soient outillés et qui aient surtout des compétences. Donc, c'est dans ce cadre qu'en fait, sur le programme Inclusion financière des jeunes dans la zone centre, on a mis un volet particulier sur non seulement la formation donc professionnelle avec des métiers autour des différentes chaînes de valeur et des filiales qui existent en fonction de la zone ciblée. Pour la zone centre, par exemple, on parle d'agriculture, d'agroécologie, mais de les à l'entrepreneuriat. Comment devient-on un entrepreneur? Parce qu'on ne naît pas entrepreneur. On a besoin d'avoir un accompagnement autour de l'idéation, autour de la mise en place d'un projet, autour de la mise en place d'un business model pour le projet, mais également comment est-ce qu'on entreprend des partenariats, comment est-ce qu'enfin on monte un vrai plan d'affaires chiffré qui peut permettre de lever des fonds, donc, qui est donc le troisième volet de ce projet, où après la formation professionnelle, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, on permet donc aux jeunes d'avoir accès à un financement grâce à des institutions de microfinance partenaires. En gros, voici un peu le projet. C'est un peu cette dynamique qui nous anime de nous dire créons un cercle vertueux, mais un cercle complet où le jeune est vraiment accompagné du début à la fin et que lorsqu'il arrive le moment du financement, nous avons des jeunes qui sont prêts, qui sont outillés, mais qui sont susceptibles de pouvoir à chaque moment revoir leur business model pour s'adapter à des situations de remboursement en fonction de ce qui a été proposé par l'institution de microfinance. Je ne sais pas si je peux donner des cas concrets sur le cadre du programme, justement. Nous sommes accompagnés par, par ADA pour la mise en place et l'accompagnement de 175 jeunes sur un projet pilote. Ce projet, justement, essaie de tester ce nouveau mécanisme qui n'existe pas encore au Sénégal. Et je suis ravie, depuis le début de l'année dernière, de voir que beaucoup de structures, d'ailleurs, d'accompagnement étatique commencent à adhérer et à prendre ce volet formation, accompagnement, entrepreneuriat avant le financement. Donc, l'institution de microfinance qui est partenaire donc aujourd'hui et avant tout avec ADA, aujourd'hui partenaire de Jocolabs, a vraiment, en tout cas, mis en place je parle parce que Lamine n'est pas là, mais sous le contrôle un peu de Dominique, mise en place des produits spécifiques qui puissent être adaptés à chaque primo-entrepreneur. N'oublions pas que pour ces jeunes, souvent, à 95%, c'est un premier financement. Un premier financement, donc un premier pas dans le monde de la microfinance, mais un premier pas vers une structuration de leur entreprise pour leur permettre de savoir que au-delà des recettes qu'ils vont générer, des bénéfices qui seront réinjectés, il y a cette partie de reversement du montant de crédit qui a été souscrit et autorisé par l'institution de microfinance. Cela nous amène bien sûr à, dans l'accompagnement, avoir des outils spécifiques d'éducation financière pour ces jeunes
Et ce qui est très intéressant, surtout à relever, c'est que ces outils d'éducation financière sont également dispensés par l'institution de microfinance. Donc, ça reste quand même un accompagnement spécifique qui est gage pour la microfinance, l'institution, de capacité à rembourser, en tout cas, le crédit qui a été octroyé. Donc, nous, dans ce sens, ça nous permet non seulement de tester un mécanisme, mais de voir que c'est un mécanisme qui, aujourd'hui, non seulement fonctionne, mais peut inspirer également les décideurs publics à pouvoir installer un système formation, alternance, accompagnement entrepreneuriat et financement pour les jeunes et sortir un peu de ce chaos qui pèse vraiment sur notre société sénégalaise, notre jeunesse sénégalaise, mais qui impacte également toute l'Afrique. Et je pense qu'il n'y a pas que le Sénégal qui vit des situations chaotiques avec sa jeunesse. Donc, ce modèle est un modèle qu'on aimerait bien entendu répliquer un peu partout, voire répliqué par d'autres acteurs. Je vois Mama je le salue au passage, qui a parlé un peu de l'ambition donc du FACEJ, de tous ces 1300 jeunes qui ont été financés. Et je suis même curieuse de dire, c'est bien de financer, mais assurons-nous derrière que ces jeunes financés puissent avoir la capacité de faire des remboursements effectifs et que tout cet argent qui a été absorbé par ce financement puisse être généré et devenir revolving pour servir à d'autres jeunes. Parce que, voilà. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Peut-être pour voilà, parler un peu plus sur l'accompagnement qui est fait avec l'institution de microfinance, c'est de voir comment développer des produits qui répondent à des besoins des jeunes. Qui n'est pas aujourd'hui quand les jeunes vont dans des institutions de microfinance, c'est un peu comme s'il y a un produit déjà disponible chez eux qui va répondre à leurs besoins, alors que des jeunes qui commencent à travailler, il peut être artisan, il peut être dans l'agriculture, etc. Il faut donc avoir un produit qui va avec aussi les revenus, mais aussi les flux financiers dans le secteur du jeune. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec l'institution pour avoir des fiches métiers, parce que aussi les institutions de microfinance, ils ne connaissent pas en détail les spécificités techniques de chaque métier. Donc ça les aide aussi à comprendre un peu plus. Là, quand même, comme Fatoumata, tu viens de nous dire, c'était des jeunes primo-entrepreneurs qui vont probablement avoir besoin autour de 1 000 euros maximum pour démarrer leurs entreprises. Nous, avec nos partenaires, on est plutôt autour de 400-500 euros par jeune financé. Mais si on regarde ces jeunes-là, c'est des jeunes qui vont créer un emploi, avoir peut-être 1 ou 2 apprentis, et puis il y aura quand même de la croissance. C'est ce qu'on souhaite. Et quand on arrive au niveau de la croissance, là, voilà, on a d'autres types de projets. Et là, je regarde le projet que Mama vient de nous présenter très rapidement dans l'introduction. Alors, à ce moment-là, Mama, comment ça se passe dans le projet? Quelles sont les différences entre les projets des primo-entrepreneurs vers des entreprises qui sont à croissance, qui ont d'autres types de besoins, qui ont des besoins d'accompagnement même plus spécifiques? Quels sont d'autres types d'innovations que vous apportez dans ce secteur? Merci bien, Dominique. Et effectivement, le fonds d'appui pour la création d'entreprises par les jeunes, un projet de l'ambassade du Danemark dont la mise en œuvre est faite par Swiss Contact et Plan Fontaine, est un projet innovant parce qu'en réalité, lorsque tu regardes au Mali, il y a beaucoup de projets similaires qui ont été créés, mais malheureusement qui n'ont pas fait long feu. Et soit le résultat n'a pas été à la hauteur, soit les prêts n'ont pas été remboursés. Donc, c'est des projets qui se sont arrêtés à mi-parcours. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du FACEJ, on a essayé de regarder au sein de l'équipe qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes-là puissent avoir des financements conséquents et arrivent aussi à développer leur entreprise et rembourser correctement. Donc, pour cela, on s'est dit qu'il ne faut pas prendre
les projets typiquement européens et venir calquer ici au Mali, mais il faut aller avec les réalités du pays. Donc, c'est comme ça que on s'est dit qu'il n'est pas adapté de donner seulement de l'argent à un jeune et lui dire allez travailler et rembourser normalement. Non, on s'est dit que ce n'est pas la solution. Maintenant, qu'est-ce que le FACEJ a fait d'innovant pour permettre à ces jeunes d'avoir de l'argent facilement, travailler, développer leur entreprise et rembourser correctement? Effectivement, aujourd'hui, il y a 1000 jeunes qui ont eu le financement sur les 1300 qui ont déposé leur dossier de financement. Et aujourd'hui, la qualité du portefeuille, effectivement, est très bonne parce que le taux d'impayé n'atteint pas les 2%. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la qualité du portefeuille est répondante. Maintenant, notre innovation est la suivante, parce qu'on s'est dit que quand tu donnes de l'argent à un jeune, il faut qu'il y ait un suivi derrière ce jeune. Donc, le FACEJ a recruté ce qu'on appelle des facilitateurs. Les facilitateurs, ce sont des bureaux d'études, ce sont des incubateurs, ce sont des ONG. D'abord, ils sont chargés d'identifier les jeunes porteurs de projets sur le marché. Ensuite, ils leur donnent une formation et après, ils montent les plans d'affaires et ils déposent les plans d'affaires au niveau du FACEJ. Après le financement par la banque partenaire, et le FACEJ paye ses facilitateurs à suivre ces jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets. Ça, c'est le premier point. Ils forment ces jeunes-là dans la gestion d'entreprise et l'inclusion financière. Ils déposent des outils de gestion au niveau de chaque entreprise et quotidiennement, ils passent pour voir comment le jeune gère son entreprise. Maintenant, les fonds qui sont au niveau du compte bancaire, c'est la co-signature. Parce que le jeune seul ne peut pas faire sortir l'argent sans son facilitateur. Tout ça, c'est pour éviter la déviation du but du projet. Parce qu'on a vu dans plusieurs cas, la cause de l'impayé, c'est la déviation du but du projet. Lorsque le jeune prend de l'argent, il met de l'argent dans autre chose que le projet, forcément, il va avoir des difficultés de rembourser. Donc, pour prendre des dispositions à ce niveau, on a décidé que les comptes soient mis sous la double signature des facilitateurs. Et ensuite, le facilitateur aide le jeune à acquérir les matériels qui sont cités dans son plan d'affaires et à s'implanter, commencer à produire, à vendre sur le marché. Il l'aide dans les stratégies de pénétration du marché à vendre et à encaisser. Et ensuite, il demande aux jeunes de domicilier les recettes de son exploitation au niveau de sa banque partenaire. Donc, c'est comme ça qu'au niveau du FACEJ, ça se passe. Maintenant, en dehors de l'accompagnement du facilitateur, au sein de l'équipe FACEJ, il y a aussi un accompagnement. Donc, on a une équipe de suivi et évaluation qui descend sur le terrain, va voir comment se portent les entreprises. S'il y a des difficultés qui planent à l'horizon, ils aident ces entreprises à faire face à ces difficultés. Parce que qui dit gérer, qui prévoit. Donc, en dernier temps, il y a aussi les banques qui font un suivi. Effectivement, le suivi bancaire n'est pas aussi que ça. Mais les deux dispositifs importants pour suivre les jeunes, c'est les facilitateurs et l'équipe FACEJ. Donc, on va dire en fait qu'on a plus de succès quand on a un accompagnement de proximité où on a en fait un facilitateur qui travaille avec le jeune. Et je vois même dans le chat que voilà, Bertrand qui est content des réponses apportées par Mama. J'allais peut-être rajouter aussi que sur les produits développés avec l'Institut de microfinance qui n'a pas pu se joindre à nous, c'est qu'on a les produits d'épargne, des produits de crédit, mais aussi d'autres, d'assurance, comme on disait. Parce qu'en général, quand on parle de financement, des services financiers aux jeunes, on a tendance à voir directement un crédit. Alors qu'il y a certains jeunes qui veulent avoir
comment dire, à la base un compte d'épargne qu'ils puissent ouvrir petit à petit. Je sais par exemple qu'au Sénégal, je ne sais pas si c'est le cas au Mali, mais vous avez des frais d'ouverture de compte qui sont assez élevés. Donc, on parle de presque 15 euros pour l'ouverture de compte. Et donc, avec les jeunes primo-entrepreneurs, on arrive à leur demander, en tout cas d'étaler l'ouverture des comptes dans un temps afin de permettre aux jeunes déjà de faire partie du système financier formel avant de pouvoir accéder à des types de produits que l'Institut de microfinance pourrait proposer. Aussi, il y a d'expériences qu'on a vues au Rwanda, c'est que les jeunes, puisqu'ils travaillent seuls en général, dès qu'ils veulent aller déposer l'argent ou rembourser leur crédit, ils ferment tout simplement leur business. Donc, ils doivent aller à la banque, faire peut-être 1 euro ou 2, en train de faire l'opération de paiement. Et dès que vous leur proposez une connexion entre leur portefeuille mobile et le compte au niveau de l'institution financière, il y a une fluidité des flux financiers parce que le jeune peut retirer et déposer l'argent sur son compte avec l'utilisation d'un téléphone mobile assez rapidement. Donc, c'est sécurisé, c'est même dans quelques cas gratuit. Donc, ça permet à l'entreprise de pouvoir continuer son entreprise, enfin, en tout cas son business. Je reviens un peu sur Fatoumata. Voilà, on vient d'entendre le cas du Mali avec l'accompagnement comment dire, apporté aux jeunes. Peut-être une question à Mama avant de passer à, comment dire, à Fatou. Quelles sont les tailles de crédit qu'on parle là? Parce que là, je parlais des jeunes en microfinance qui sont avec des financements de 400-500 euros. Là, on parle de quelle taille de financement? Oui, maintenant, au niveau du facage, la fourchette, c'est entre 1000 euros et entre 1000 et 20 000 euros. Entre 1000 En réalité, je vais juste ajouter, au niveau du facage, le prêt n'est pas plafonné. Mais aujourd'hui, effectivement, les financements accordés sont entre 1000 et 20 000 euros. Sinon, le financement n'est pas plafonné. Voilà. D'accord. Eh ben, ça, c'est très bien parce que c'est ce segment d'entrepreneurs qui vont apporter la croissance, qui vont créer les emplois. Ma question à Fatou, je sais que vous travaillez avec une institution microfinance sur le financement des primo-entrepreneurs. Quand on parle des entrepreneurs en croissance, en tant qu'incubateur, quelles sont les solutions que vous leur apportez, les solutions d'accompagnement, mais aussi les solutions de financement qui sont plutôt innovants par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le secteur, en tout cas sur le marché au Sénégal? Alors Dominique, si tu permets, je voudrais juste, peut-être avant de passer à cette question, revenir un peu sur l'accompagnement avec l'institution de microfinance qui s'appelle IMSEC, dans le cadre de nos primo-entrepreneurs, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation qui a été réalisée. Cette institution a quand même mis des produits spécifiques qui semblent être en tout cas adaptés à nos jeunes à nos jeunes. Je vais citer par exemple des crédits comme le crédit jeune agriculture, comme ils l'appellent, qui en gros finalement permet de financer les jeunes dans tout le secteur agricole, mais vraiment au sens large du terme, que ce soit pour les cultures sous pluie, les cultures irriguées, pour de l'embouche, de l'aviculture, etc., etc. Ils ont permis, en tout cas en mettant en place ces différentes fiches, c'est déjà des taux d'intérêt qui sont totalement revus par rapport au marché actuel. Des crédits qu'ils appellent jeunes enfants de roulement, où vraiment c'est pour financer les jeunes qui sont dans l'agriculture, dans les différents cycles d'exploitation sur lesquels ils vont investir également. Pour cette partie-là également, ils ont mis du coup pour l'investissement un crédit spécifique à l'investissement pour leur permettre vraiment de développer des activités génératrices de revenus, mais à taille moyenne, ce qui accélère un peu la croissance, mais surtout qui leur permet de se maintenir de manière durable dans le marché du travail. À cela également, voilà, beaucoup de crédits de démarrage
sachant que nous, sur les différentes cohortes, nous avons des crédits qui vont de 300 € à plus de 3000 €, avec un encouragement, en tout cas nous, en tant que structure d'accompagnement, un encouragement vers ces jeunes pour qu'ils puissent se mettre ensemble, créer des groupements, travailler ensemble, d'autant plus que souvent, ils sont sur des mêmes localités, des terres partagées, donc beaucoup plus simple d'avoir des gros montants pour pouvoir investir sur du matériel, donc qui multiplie en tout cas les rendements qu'ils auraient pu avoir, qu'ils peuvent avoir en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose qu'il fallait juste souligner. C'est pour ça que je reviens dessus avec, bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a ouvrir un compte est assez cher. Aujourd'hui, avec INSEC, sur ce montant de 15 € par exemple, l'entrepreneur a la possibilité de payer juste 5 € dans un premier temps pour l'ouverture du compte effectif. Et ensuite, sur une période de 1 an, les 12 € restants, c'est étalé tout au long de l'année. Donc, ce qui donc rend beaucoup plus accessible l'ouverture d'un compte pour un jeune qui n'en avait jamais eu. Donc, je me suis permise de revenir un peu dessus. C'est important, oui. Voilà, pour en parler. Et bien sûr, ils ont donné, ce qui était super, des plans d'épargne, hein, avec des taux très intéressants de 5%, ce qui n'existe pas habituellement pour ces jeunes-là, donc leur permettant d'avoir, en plus de l'éducation financière qu'ils ont reçue, non seulement un système d'épargne, mais également un système de dépôt à vue qu'ils ont mis en place, parce qu'en fait, souvent, le dépôt à vue permet un peu aux membres ou aux sociétaires des institutions de microfinance, non seulement de sécuriser les fonds, mais aussi de pouvoir en disposer à tout moment afin de vraiment faciliter l'inclusion financière des jeunes, mais les pousser vraiment vers des habitudes d'épargne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on salue vraiment dans l'accompagnement que nous faisons, dans cette expérience de ce nouveau mécanisme. Nous voyons que ça fonctionne. J'ai vu le message, même si maman a répondu à Bernard dans le chat. Et voilà, j'ai envie de dire à Bertrand, autant pour moi, que oui, ça marche. On voit qu'il y a qu'il y a un taux d'impayés à la baisse parce que il y a de la formation, parce qu'il y a de la sensibilisation, parce qu'il y a de l'éducation financière, parce qu'il y a un outillage qui est permis en tout cas aux jeunes d'avoir, et ce qui lui permet d'être beaucoup plus structuré et d'assurer justement ses paiements et d'éviter justement tous ces impayés-là. Alors, pour venir à ta... important, oui. Voilà, merci peut-être Fatou pour te compléter un tout petit peu. C'est qu'aussi sur la partie de l'épargne faite par les jeunes, normalement, les institutions de microfinance pénalisent les jeunes qui ont un besoin d'utiliser l'argent avant le terme du contrat du dépôt à terme. Et en général, les institutions vont pénaliser le client en ayant une pénalité pour un retrait anticipé. Alors que dans ce cas, pour les jeunes, puisqu'ils veulent encourager déjà à commencer à épargner, voilà, il n'y a pas ces pénalités-là. C'est juste pour les inciter petit à petit à avoir la culture d'épargner. Bien sûr, il y a des besoins qui vont venir, mais que ces besoins-là, que le jeune ne se sente pas pénalisé à avoir une urgence dans la vie courante. Bon, bref, ça c'était pour te compléter un tout petit peu. Maintenant, Fatou, voilà, maintenant pour les jeunes entrepreneurs en croissance, parce que c'est là où on sent aussi qu'on a un besoin à pouvoir apporter d'autres innovations. Alors oui, sur les jeunes en croissance, aujourd'hui, on est en train de tester aussi un nouveau mécanisme très, très innovant qui n'existe pas encore à travers un programme qui s'appelle le YES Fund, donc Young Entrepreneurship Sustainability. Et à travers ce fonds, l'idée aujourd'hui, c'est que les composantes sont diverses. Donc, on a d'abord, nous, en tant que structure d'accompagnement, une sorte d'accompagnement à devenir beaucoup plus performant, mais surtout à revoir également nos business models par rapport aux jeunes que nous accompagnons, surtout pour des structures d'accompagnement comme nous, Jocolabs, qui sommes
à but non lucratif, comment continuer à pouvoir générer des ressources et pouvoir produire cet accompagnement performant, d'une part, et d'autre part pour le jeune de se dire que il est essentiel d'avoir un suivi financier des activités à partir du moment du démarrage de son activité jusqu'à maintenant, pour s'assurer qu'en fait, il y ait un vrai historique financier et une signalétique financière, en tout cas, de l'activité du jeune sur plusieurs années. Ce qui permet aujourd'hui à toujours l'institution de microfinance, dans le cadre de ce projet, de pouvoir vérifier et surtout de voir qu'il y a une traçabilité sur le fonctionnement de l'entreprise, de savoir que d'un mois à l'autre, il y a soit une croissance, d'analyser surtout quelles sont les entreprises qui vivent selon la saisonnalité, parce que c'est aussi ce que ça permet. Et donc, aujourd'hui, permettre à cet entrepreneur de pouvoir payer, en tout cas, son crédit uniquement en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, c'est un mécanisme totalement nouveau qui n'est pas du tout, enfin, qui n'existe pas du tout au Sénégal en tout cas. Et aujourd'hui, qu'on est en train de vraiment tester à travers le Yes Fund et avec l'apport et la mise en situation avec Cofina Sénégal. Donc, l'idée vraiment derrière ça, c'est de se dire et de donner l'opportunité aux entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans des saisonnalités complexes, de se dire ne stressez pas, vous avez la possibilité d'avoir du financement pour aller encore plus en croissance, d'accélérer votre projet, de créer des emplois, de générer davantage de revenus sans avoir le stress de devoir payer un montant fixe chaque mois. Vous payez en fonction de votre revenu, ça veut dire que sur un mois, peut-être que vous paierez 100 €, mais sur un autre mois, parce que vous avez vraiment bien travaillé, vous paierez peut-être 1 500, 2 000 €. Je donne juste une petite moyenne comme ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une innovation qui est en train d'être testée, pas seulement au Sénégal. Je pense que Dominique, c'est un mécanisme qui est en simultané également testé au Mali, au Burkina Faso. Nous voyons vraiment l'engouement autour des entrepreneurs quand nous leur parlons de ce projet. Et nous, en tant que structure d'accompagnement, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça nous permet aussi de réorienter un peu la capacité que nous avons dans l'accompagnement. C'est-à-dire que là, on touche vraiment du doigt les mots de l'entrepreneur, je dis bien les mots MAUX, dans la mesure où on est vraiment sur de la performance. On joue sur de la performance parce que finalement, nous allons survivre, survive. Nous allons survivre grâce à ce que nous allons pouvoir générer comme revenu de notre côté avec l'entrepreneur. Parce que derrière, c'est toute une clause, un contrat d'engagement entre l'entrepreneur et l'incubateur qui fait que cet incubateur aussi est poussé à aller faire du investment readiness pour s'assurer qu'il donne les bons outils, en tout cas aux entrepreneurs, pour monter en croissance et accélérer le projet. Et derrière ça, à chaque entrepreneur à qui nous parlons en leur disant, écoutez, nous, on peut vous accompagner, vous mettre les outils, le réseau qu'il faut pour que vous puissiez lever 100 000 $, par exemple. Mais dans ça, peut-être que nous, il faudra nous payer 2% de ce montant ou 2% de votre chiffre d'affaires pendant X nombre d'années, le temps, bien entendu, que nous puissions nous aussi nous y retrouver, mais surtout permettre à l'entrepreneur de devenir totalement indépendant dans son fonctionnement, dans sa montée en croissance fulgurante, j'ai envie de dire, parce que finalement, ceux qui sont déjà en croissance aujourd'hui ont besoin d'un vrai coup de pouce. La croissance s'attache au secteur d'activité. D'autres ont besoin de faire un passage à l'échelle grâce à de l'industrialisation, à l'achat de grosses machines. D'autres par rapport à l'installation dans des lieux, à la capacitation de leurs équipes, au renforcement des équipes également, mais également à une certaine notoriété et visibilité
face à tout un écosystème et aussi un marché qui est croissant. Donc, voilà un peu ce que nous faisons à travers ce Yes Fund. Dominique, peut-être que toi, tu as envie de compléter par ce qui se fait par le Mali et le Burkina. Merci Fatou. Non, c'est bien détaillé, peut-être pour te compléter, parce que ce mécanisme de financement qu'on appelle les Young Entrepreneur Sustainable Funding Initiative est piloté dans les 3 pays en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina et au Sénégal. Donc avec Jocolabs au Sénégal, avec un incubateur, la fabrique au Burkina, et Denilab au Mali. Je sais aussi que Denilab fait partie des accompagnateurs du projet FACEJ. Et donc, l'idée avec ce mécanisme-là, c'est comme tu le disais, Fatou, c'est de pouvoir demander à l'entrepreneur de ne pas vraiment se focaliser sur son business, de se focaliser sur son chiffre d'affaires, et puis d'avoir accès à un financement qui irait entre 5 000 et 50 000. Parce qu'on sait qu'on parle aujourd'hui du financement des entrepreneurs, le missing middle, où on va jusqu'à 100 000, 200 000 euros. Là, pour les jeunes entrepreneurs, en tout cas en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, on parle sur 20 000, 30 000. Ça, c'est vraiment, comment dire, la partie où il n'y a pas ni les banques, ni les investisseurs étrangers. On a besoin d'avoir plus d'acteurs qui vont aider ces jeunes-là à avoir accès à des crédits appropriés. Et donc, voilà, basé sur le chiffre d'affaires, on se dit c'est un bon outil, parce que le jeune qui démarre, qui n'a pas encore les outils, qui n'a pas encore les actifs qui puissent l'appuyer dans la gestion de son projet, il a besoin d'avoir un flux financier, mais qui va différer. Voilà, il y en a certains qui vont répondre à un appel d'offres dont les financements ou les paiements vont arriver à une date probable, on va dire. Malheureusement, on a des jeunes qui sont dans l'agriculture, qui vont être suivant les saisons, les saisonnalités de leur spéculation, mais aussi même dans les spéculations, il y a des différences de rentrée d'argent, que ce soit pour le maraîchage ou même les grandes cultures, ça va différer. Donc là, ça répond vraiment à chaque, on va dire, besoin d'entrepreneur. Et je rebondis sur ces secteurs d'activité pour poser la question à Mama, parce que je vois qu'il y a Maria Belen qui avait mis une question dans le chat. Combien de jeunes sont accompagnés par un facilitateur? Et d'ailleurs, sur quel sujet? Moi, je voudrais bien faire peut-être une certaine différence. Est-ce que vous voyez une différence entre les jeunes, en tout cas les sujets des jeunes en croissance que le FACEJ ou même Jocolabs accompagne par rapport à des jeunes qui vont vers la microfinance? Et puis, deuxième question, enfin sous-question là-dedans, c'est quels sont les secteurs qui sont les plus financés aujourd'hui? Ok, merci bien Dominique. Je vais commencer par la deuxième question. Quel est le secteur d'activité le plus financé? Aujourd'hui, au Mali, le secteur d'activité qui reçoit le plus de financement, c'est l'agro-business. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali est un pays agro-business, est plutôt un pays d'agriculture. Donc, les gens pensent d'abord à la transformation de la culture locale. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui évoluent dans l'agro-business. Et lorsque on regarde aujourd'hui sur les 1000 jeunes financiers, je crois que 40% sont dans l'agro-business. Maintenant, le reste là est réparti entre les autres secteurs. Mais ce qu'il faut quand même retenir, tous les secteurs sont concernés, sauf le commerce général. C'est ça. D'accord. Là, par rapport à la première question, c'était quoi encore? C'est surtout les différences. Voilà, le nombre de jeunes. Oui. Voilà, c'est ça. Le nombre de jeunes facilités par un facilitateur. Ça dépend de la compétence, maintenant de la capacité du bureau d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains bureaux qui accompagnent 5 jeunes. Par contre, il y a des bureaux qui sont avec une cinquantaine de porteurs de projets. Donc, lorsque un bureau a plus d'argent pour accompagner, parce qu'en réalité, les jeunes qui sont facilités par un bureau sont partagés entre les différents consultants de ce bureau. Donc, en tout cas, très généralement, un consultant ne dépasse pas 5 jeunes.
Maintenant, un bureau qui a plus de consultants peut avoir plus de porteurs de projet. Par contre, un bureau qui n'a pas suffisamment de consultants peut-être peut se contenter avec peu de porteurs de projet. Donc, il y a des facilitateurs qui se trouvent avec 5 porteurs de projet. Par contre, d'autres sont jusqu'à 45-50 contrats. 50 Voilà. par bureau, on va dire que par consultant, en tout cas par un facilitateur, accompagne jusqu'à 5 jeunes, c'est ça? Je n'ai pas compris. On va dire une cinquantaine par organisation, mais en tant qu'individu, le facilitateur va accompagner jusqu'à 5 jeunes. Voilà, c'est-à-dire que lorsque je dis facilitateur, il s'agit du bureau, Ah, d'accord. mais pas l'individu. Par exemple, le Jokolab au Mali est un facilitateur de FACEJ. En réalité, Jokolab, c'est un bureau où il y a beaucoup de travailleurs là-bas. Maintenant, il y a des facilitateurs, c'est-à-dire il y a des bureaux qui ont beaucoup de consultants pour suivre les jeunes. Donc, ces bureaux-là peuvent aller jusqu'à 50 porteurs de projet parce qu'il y a la capacité répondante qui est là. Mais par contre, il y a des bureaux, des facilitateurs qui n'ont pas suffisamment de capacité, donc qui n'ont pas un nombre élevé de consultants. Donc, ils ne peuvent pas aller avec voilà, un nombre élevé de jeunes. Parce que c'est proportionnel. D'accord. Voilà. Merci bien, Mama. Peut-être, voilà, on a discuté des cas de comment ça fonctionne sur les 2 pays. Je pense qu'il est temps peut-être de donner aussi l'opportunité à nos participants de pouvoir ramener leur expérience, mais aussi partager les expériences, mais aussi poser quelques questions. Je vois que je pense qu'il y avait une main levée. C'était un instant, je regarde. Oui, Bertrand, je vois la main qui est levée. Vous pouvez poser la question. Je ne sais pas si c'est possible de pouvoir… Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante et puis, je veux dire, très concrète, à la différence de beaucoup d'autres discussions qui sont parfois un peu vagues et générales. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Mais bon, quand c'est Ada ou Danida et tout ça, je ne suis pas trop inquiet, c'est souvent concret. Et bravo, je reconnais bien là. Mais juste pour être plus sérieux, je trouve que… est-ce qu'il faut bien comprendre que tous les jeunes qui rentrent dans votre programme, sur les 1000 jeunes, ils sont tous accompagnés par un facilitateur individuel ou collectif, et que c'est la condition sine qua non pour avoir accès aux formations et à un financement? C'est bien ça que vous avez dit. Exactement, parce que chez nous, c'est les bureaux, on appelle les bureaux d'études les facilitateurs, c'est-à-dire lorsque je vais expliquer un peu, lorsque je dis un facilitateur, il s'agit soit d'un bureau d'études, soit d'un incubateur ou d'une ONG. Donc, c'est les facilitateurs qui sont chargés d'identifier les jeunes porteurs de projets sur le marché. Ce sont ces facilitateurs qui sont chargés de former les jeunes sur l'élaboration du plan d'affaires, sur la gestion d'entreprise, sur l'éducation financière. Donc, ce sont ces facilitateurs aussi qui sont chargés d'élaborer les business plans des jeunes pour venir les déposer au niveau du projet FACEJ. Maintenant, après le comité de sélection, lorsque le projet est retenu, le facilitateur qui a monté le projet, c'est ce facilitateur qui est chargé de suivre ce jeune-là. C'est lui qui devient son facilitateur, son accompagnateur, son coach. Donc, il va le suivre dans l'œuvre de son projet, dans le développement de son projet, dans la gestion de son projet, dans le remboursement du prêt, jusqu'à, bon, effectivement, on a une durée contractuelle. Pour les entreprises en création, la durée est de 18 mois et pour les entreprises en développement, la durée est limitée à 12 mois. Maintenant, lorsque l'accompagnement du facilitateur arrive à terme, immédiatement, il y a des consultants au niveau du projet FACEJ qui vont prendre le relais pour continuer à suivre le jeune comme le facilitateur le faisait jusqu'à ce que le jeune termine avec son remboursement, que le jeune commence à utiliser la subvention et qui termine aussi avec l'utilisation de la subvention. OK, merci Mama. Jusqu'à la fin du projet. Oui, c'est très clair, mais ce que je ne comprends pas, c'est pour ça que je voulais vous préciser ça, c'est quelle est la nature du lien contractuel qui lie l'entrepreneur
et le FADEJ? Parce que je vois bien le lien juridique entre la société de l'institution de microfinance et l'entrepreneur, parce que ça va être un lien de financement ou d'accès au crédit. Mais en revanche, le lien avec le FADEJ, c'est-à-dire qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui oblige l'entrepreneur ou qu'est-ce qui l'incite à rester dans la dynamique de coaching? Exactement. Dans un premier temps, c'est l'entrepreneur qui saisit effectivement le FACEJ par une demande écrite et signée pour non seulement le financement et pour l'accompagnement. Maintenant, c'est le FACEJ qui a négocié les conditions avec les banques partenaires et c'est le FACEJ qui envoie le dossier au niveau de la banque et le FACEJ se porte garant du prêt jusqu'au remboursement total. Alors, maintenant, les jeunes qui bénéficient de la, parce que je voudrais aussi préciser que tout cet accompagnement reçu par le jeune lui est offert gratuitement, parce que c'est le FACEJ qui prend tout en charge. Donc, du coup, le jeune, il voit l'utilité de l'accompagnement, il sait qu'il est conseillé, donc très généralement, il voit ses avantages et il reste avec le FACEJ, parce qu'ils savent que quand ils sont avec le FACEJ, ils ont plus de chances à développer leur entreprise, ils ont plus de chances à pérenniser leurs activités que quand ils ne sont pas avec le FACEJ. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Mama. Je poserai aussi une question à Fatou. Je vois qu'il y a une question sur quand les jeunes se focalisent sur des projets agricoles, comment gérez-vous les risques liés au changement climatique et le risque accru de mauvaise performance de la production agricole que cela implique? Je sais qu'au Sénégal, tu accompagnes des jeunes qui sont sur l'agroécologie. Alors, comment ça se passe? Quels sont les outils qui sont mis en place à votre niveau? Alors, merci Dominique. J'ai vu la question dans le chat et je la trouve très, très intéressante. En fait, c'est là où notre mécanisme en fait, est intéressant parce qu'on est, on est bien conscient des risques qu'il y a lorsqu'on est sur des projets agricoles. On est conscient que voilà, les jeunes ont vraiment besoin d'avoir cette compétence métier, mais de savoir comment voilà, faire face à de telles situations. Alors, nous, sur la formation que nous dispensons sur les 6 mois, bien sûr, on a des cas pratiques de, voilà, si vous vous retrouvez, je sais pas, une invasion de criquets, quand est-ce que s'il y a la sécheresse, il y a un problème avec toute la déforestation, donc voilà, beaucoup de changements climatiques, etc. Donc, ce sont des cas pratiques, en fait, que les jeunes étudient pendant le cycle de formation de 6 mois. Donc, par rapport à ça, pourquoi de l'agroécologie? Parce que voilà, on a besoin, n'oublions pas qu'on est sur des enjeux très, très importants et des défis que font face d'ailleurs tous les Africains. On sait que voilà, d'ici 2100, un tiers de la population mondiale vivra en Afrique. On sait qu'au Sénégal, d'ici 2050, la population aura doublé, mais on reste au niveau démographique quand même sur une même superficie, on va dire, en termes de terre. Donc, il va falloir justement gérer tous ces enjeux autour de la régulation pour atteindre en tout cas l'autosuffisance alimentaire. Ce qui nous amène justement au-delà de ces compétences métiers que nous adressons et surtout de l'appui parce que bon, je mets une parenthèse dessus, il y a quand même, parce que c'est pas parce qu'on leur apprend cela qu'ils peuvent justement le gérer également, hein, c'est en tout cas ce que nous voulons. Mais il y a également une assurance qui est prévue dans le cadre des différents crédits qui ont été octroyés à chaque jeune. Donc, une assurance justement par rapport à des intempéries, par rapport à justement une invasion de criquets, etc., etc. Une assurance donc qui couvre le crédit par rapport à tout ce qui peut arriver de néfaste pour le jeune. Mais j'ai envie de dire, quand je parlais de tous ces chiffres, c'est qu'en fait, on est sur un défi où on accompagne des jeunes aujourd'hui au-delà du volet alimentaire pour lequel ils avaient commencé, parce que
des, des jeunes qui sont des… Maman, tu pourrais, un instant, Fatou, Maman, tu pourrais juste, comment dire, mettre en mute de micro comme ça. Voilà, merci. Fatou, tu peux continuer. Voilà, c'est tous Ouais. des jeunes qui sont des enfants d'agriculteurs, qui sont nés dans une famille d'agriculteurs, qui ont de manière traditionnelle des schémas. Mais nous, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur un respect de l'environnement, respect de leur terre, d'utiliser des techniques aujourd'hui qui mènent vers une agriculture durable, une agriculture saine, mais surtout qui permet de croître les différentes les rendements et les différentes spéculations auxquelles ces jeunes s'attaquent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 3 ans, toujours avec Ada d'ailleurs, que je remercie pour ce partenariat, on avait lancé un gros challenge autour de l'agroalimentaire, l'innovation en agroalimentaire. Parce que justement, on fait face à tellement de situations critiques dans le domaine agricole qu'il était important d'avoir des solutions innovantes qui permettraient, en cas d'invasion de criquets, en cas d'animaux qui déciment en tout cas les cultures ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir des plans B pour aller vers de la transformation également de ces produits pour continuer quand même, malgré le gâchis qu'il peut y avoir, d'avoir des produits qui peuvent être utilisés. Donc, nos jeunes sont non seulement accompagnés sur des techniques d'agroécologie, mais également sur des techniques de transformation agroalimentaire. Et l'institution de microfinance aujourd'hui assure en tout cas tous les différents crédits pour justement permettre aux jeunes, en cas d'intempéries ou quoi que ce soit, de pouvoir être à l'abri de ce remboursement à faire, mais surtout de pouvoir rebondir grâce à également cette assurance-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à notre anonyme. Non, c'était clair. Peut-être une petite précision. Je sais que Maman a mentionné que le jeune est accompagné, tout est pris en charge par le projet FACEJ. C'est juste faire une petite comparaison parce que sur le programme avec le Yes Funding Initiative, on inclut dans le remboursement du jeune, qui a un pourcentage de son chiffre d'affaires entre 8 et 12%, on inclut un petit pourcentage, 2 à 3%, qui vont être sa participation à l'accompagnement donné par l'incubateur. Parce qu'on est aussi convaincu que la participation du jeune est primordiale pour aussi demander la qualité vis-à-vis des facilitateurs qui l'accompagnent. Parce que quand tout est payé de l'extérieur, de temps en temps, voilà, le jeune ne maîtrise pas la qualité qui est mise là-dedans. Mais c'est aussi des modèles qu'il faut toujours affiner et bien sûr, dépendamment des pays, des niveaux aussi de développement des entrepreneurs qu'il faut mettre en place. Je pense que pour les jeunes qui démarrent les activités sur le FACEJ, ça c'est un coup de pouce très important. Mais je m'imagine que certains de ces jeunes qui, je l'espère bien, vont aller vers de types de financement, de mécanismes comme le YES, pourront aussi participer maintenant dans l'accompagnement des facilitateurs. Pour aller vers la fin… Ouais. Je m'excuse, je suis tellement bavarde, mais j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je suis désolée. Est-ce que je pourrais te demander, Fatou, juste pour dire, en fait, je vous donne chacun 2 minutes pour faire une petite conclusion et donc, du coup, tu pourrais aussi avoir cette opportunité de mentionner ça. Et donc, oui, en 2 minutes, qu'est-ce que vous voyez comme comment dirais-je, prochaines étapes? Quelles sont les leçons apprises? En tout cas, quels sont les points clés que vous rentrez avec? Fatou, voilà, je te donne… Merci, excuse-moi Dominique. Tu sais que je suis très passionnée par ces questions. Alors moi, rapidement, en 1 minute 50, j'ai épuisé les 10. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on mette un accent particulier sur le suivi et sur l'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'accompagner des jeunes, de les financer, mais si derrière, on ne leur facilite pas aussi des outils de suivi, il sera très difficile de rendre, en tout cas, pérenne leur activité. Donc, nous le faisons avec ce programme sur l'inclusion financière des jeunes. On s'est attaché un peu à ce guide autour du coaching qui a été réalisé avec Ada
un cabinet pour justement l'adapter au mieux, en tout cas à notre réalité terrain, pour se dire qu'il est très difficile d'accompagner de manière effective. Et du coup, je me calque sur, parce que nous, on est sur une cible pilote de 175, mais quelque chose comme le FACEJ. J'ai envie de donner juste une recommandation pour finir, parce que quand j'entends Mama dire que c'est le cabinet qui fait même le business plan et tout, allons sur du transfert de compétences. Apprenons à nos jeunes à faire, pas à faire faire. Donc, c'est important qu'ils soient tous en capacité de réaliser leurs propres outils, que nous les adaptions de manière très simple pour eux, afin qu'ils puissent se pérenniser. Bon, je m'arrête, tu souris. Merci beaucoup. Maman, voilà. Juste une recommandation. Merci. En une seconde. Merci bien. Je vois quelqu'un qui pose la question comment les facilitateurs font leur identification. Là, oui. Je pense qu'on pourra peut-être taper la question parce que là, on reste avec 2 minutes. Donc, juste, comment dire, en 1 minute, en fait, faire le point et après, je pense qu'on fera le lien, comment dire, avec la personne qui a posé la question pour peut-être avoir plus d'informations. Oui. D'accord. Donc, maintenant, juste, je voudrais dire qu'effectivement, au niveau du FACEJ, il y a un transfert de compétences parce que lorsque j'ai dit que les facilitateurs font le plan d'affaires, en réalité, le facilitateur ne fait que rédiger le plan d'affaires. Mais le contenu du plan d'affaires, toutes les informations sont cherchées par le jeune lui-même. C'est lui qui apporte toutes les informations. Donc, mais comme le FACEJ, c'est des jeunes qui ont entre le CAP et les diplômes universitaires. Donc, très généralement, un jeune qui n'a que le CAP, même les universitaires, hein, tout le monde n'est pas apte à rédiger un plan d'affaires. Donc, juste, les facilitateurs jouent le rôle de rédaction. Mais toutes les informations, je dis bien toutes les informations, sont cherchées par le jeune lui-même sur le terrain. C'est ce qui lui permet de comprendre son projet. C'est ce qui lui permet aussi de défendre son projet devant le comité de sélection du FACEJ. Tout à fait, c'est son projet. Donc, malheureusement, je vois qu'on est comment dire, à court de temps alors que c'était un sujet. Voilà, juste, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, effectivement, le FACEJ est en train d'enregistrer des résultats au Mali. Et si je peux me le permettre, hein, aujourd'hui, il n'a jamais eu un projet comme le FACEJ au Mali. Donc, maintenant, je demande tout simplement aux jeunes de faire du suivi. Comment dire, les initiatives voilà. qui en fait engagent les jeunes. Je vois qu'il est grand temps. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On arrive à terminer. Voilà, on aura quand même le contact sur la plateforme. N'hésitez pas à poser les questions à Fatou et à Mama et bien sûr à moi-même, d'échanger. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie à vos contributions et je remercie en particulier le panel qui nous ont partagé leur expérience sur le terrain avec des cas concrets, comme le disait tout à l'heure notre collègue. Et donc, c'était un plaisir d'être votre modérateur. Et donc, je vous souhaite aussi de continuer une bonne continuation sur la semaine européenne de microfinance, d'avoir des bons débats et aussi de prendre contact avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.